Dernier épisode des aventures extraordinaires d'Artemisia Gentileschi, et dans cette vidéo, je vais justement vous raconter à quel point le destin de cette femme a été extraordinaire, vraiment au sens littéral du terme, à quel point il sort de l'ordinaire. Dans le tout premier épisode de ce petit cycle sur Artemisia, je vous avais raconté les 18 premières années affreuses de la vie d'Artemisia Gentileschi. Donc à cette époque-là, elle avait déjà produit plusieurs chefs-d'œuvre. Mais pour rappel, Artemisia Gentileschi vient d'une famille pauvre. Sa mère est morte quand elle avait 11 ans. Elle a élevé ses deux frères. Son père abusif la maintenait enfermée chez elle. Elle a été violée. Durant le procès de ce viol, elle a été torturée et diffamée par son violeur. Et lui n'a pas été condamné à verser une quelconque réparation et n'a même pas servi sa peine. Si Artemisia Gentileschi était un personnage de fiction, je pense qu'on penserait définitivement que l'auteur en fait beaucoup trop. Son ascension a ensuite été spectaculaire, mais avant de commencer ce récit plutôt glorieux, Artemisia Gentileschi a dû une dernière fois subir le patriarcat, subir le joug de son père. En fait, si vous vous souvenez bien, donc le but de Orazio Gentileschi, donc son père, avec le procès, c'était que en fait Tassi épouse sa fille afin de laver l'honneur de la famille, puisque si le violeur épousait sa victime, ce n'était plus considéré comme un viol à l'époque, et jusque dans les années 80 en Italie, oui. Mais pendant le procès, on a appris que Orazio Gentileschi était déjà marié, donc il a fallu à Orazio trouver un plan B, et évidemment le seul prétendant qu'il a trouvé qui accepte d'épouser une fille aussi impure que Artemisia Gentileschi n'était pas un parti très glorieux. Il s'agit de Pier Antonio Stiantesi, qui était un peintre médiocre, qui était pauvre et qui, malgré le fait qu'il était très peu attrayant et qu'il avait lui-même beaucoup de mal à trouver une épouse, a dans un premier temps refusé d'épouser Artemisia Gentileschi. Et pour le convaincre, Orazio lui a promis une énorme dot. En fait, il pensait qu'il allait gagner énormément d'argent avec le procès. Donc il a réussi à convaincre Pier Antonio d'épouser sa fille en lui promettant tout cet argent. Retenez bien ça, puisque c'est important pour la suite. Donc Artemisia Gentileschi n'a absolument pas eu son mot à dire dans le choix de l'homme avec qui elle était censée passer le reste de sa vie. Et le lendemain du procès, elle était mariée avec cet homme et le couple était prêt à partir pour Florence, qui est la ville où vivait Pier Antonio Stiantesi. Mais finalement, en fait, ce mariage, ça a été une libération pour Artemisia Gentileschi. Elle était libérée à la fois du joug de son père et du stigmate de la femme violée. Elle était libre de circuler librement dans la ville, puisqu'elle était désormais une femme respectable plus que mariée, et par ailleurs, parce qu'elle avait une bonne raison de circuler dans la ville, elle avait un métier, puisque c'était elle qui était en charge de subvenir aux besoins de sa famille. Artemisia Gentileschi était donc libre de se réinventer, et la première étape de cette métamorphose, ça va être d'être à la hauteur de l'élégance de la cour florentine. Donc en fait, Artemisia Gentileschi va dépenser quasiment toute la première partie de sa dot dans un très bel atelier et surtout une très belle garde-robe. Ce changement de style, on le voit jusque dans sa peinture, puisque si on compare la Judith qu'elle a peint à Rome à celle qu'elle a faite 1 ou 2 ans plus tard à Florence, on voit que Judith est vêtue de façon bien plus riche et qu'elle porte des bijoux en or. Artemisia Gentileschi va également apprendre à lire et à écrire, mais aussi à jouer de la musique, et en fait elle va très rapidement se fondre donc dans cette nouvelle ville, se fondre dans la haute société de cette nouvelle ville. Elle va devenir très amie avec d'autres artistes femmes florentines, avec des musiciennes surtout, et avec de nombreux intellectuels scientifiques comme Galilée, qui était un de ses meilleurs amis, ce qui est même absolument incroyable comme duo d'amis. Et elle va également rencontrer de riches mécènes qui sont finalement autant fascinés par la dimension exceptionnelle de son statut de femme artiste que par son charme et sa beauté. Elle va beaucoup jouer de ça en fait, elle va beaucoup faire du désavantage d'être une femme dans ce milieu artistique une véritable opportunité. Elle va constamment rappeler à quel point elle est un être exceptionnel, puisqu'elle est une femme douée de talent. On a retrouvé pas mal de lettres qu'elle écrit à ses commanditaires, dont une par exemple où elle écrit « Je sais que le nom d'une femme éveille de nombreux doutes quant à la qualité de sa peinture, mais ces doutes seront immédiatement levés quand vous verrez mes œuvres ». Et dans une autre lettre ou qu'elle écrit pour remercier d'une commande particulièrement prestigieuse, elle écrit « Je vous montrerai ce dont une femme est capable ».
Elle est très consciente en fait que son image intrigue, que son image, que sa figure fascine, et elle va capitaliser sur cette image, elle va mettre en place une stratégie de publicité qui va être extrêmement efficace. En fait, plutôt que de payer des modèles, elle va se représenter elle-même dans tous ses tableaux ou presque. Donc on a Artemisia en martyr, Artemisia en Sainte Catherine, Artemisia en joueuse de lutte, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une publicité extrêmement efficace puisque son visage est encore plus reconnaissable qu'une signature et que, vu le nombre de peintures qu'on a retrouvées dans ce style, qui sont quasiment identiques, il semble que tous les notables de Florence aient voulu avoir une œuvre de Artemisia qui représente Artemisia Gentileschi. Par ailleurs, il y a forcément une forme d'identification qui se fait entre Artemisia Gentileschi et le sujet qu'elle traite. Par exemple, quand elle se présente en allégorie de l'inclination, donc c'est-à-dire du talent naturel, de la prédisposition, évidemment, on va associer cette image du talent naturel à son propre talent pour la peinture. C'est donc très malin, une très bonne publicité, et c'est une stratégie qu'elle va continuer à utiliser toute sa vie. À presque 50 ans, par exemple, elle peint une de ses œuvres les plus connues et reconnue, une œuvre dont on ne sait pas exactement s'il s'agit d'un autoportrait ou d'une allégorie de la peinture, puisqu'elle suit en fait tous les codes de représentation de cette allégorie, tous les codes classiques. Donc on retrouve des cheveux bruns décoiffés, un corps qui se contorsionne, une expression qui doit traduire, je cite, la pensée imaginative. Elle a aussi un collier en or avec un médaillon qui représente un masque, et bien sûr, puisque c'est une allégorie de la peinture, une palette et un pinceau. Il semble donc bien que ce soit une allégorie, mais l'œuvre est peinte de façon extrêmement réaliste. Il s'agit d'un moment suspendu, d'une femme qui est en habit tout de même relativement luxueux, qui démontre son statut social, mais Artemisia Gentileschi s'est représentée manche retroussée pour représenter la peinture vraiment comme une pratique physique, et on la voit jeter un dernier regard concentré à son modèle avant de poser le premier coup de pinceau sur une toile encore vierge. La femme qui est représentée est tout de même relativement jeune, beaucoup plus jeune que Artemisia Gentileschi qui avait donc à cette époque-là plus ou moins 50 ans, et on pense en fait qu'elle a fait poser pour ce tableau sa fille qui lui ressemblait beaucoup afin de communiquer à la postérité une image d'elle qui soit toujours celle de la fougue, du dynamisme et aussi de la fraîcheur de la jeunesse. Artemisia Gentileschi était donc une fine stratège, une femme extrêmement ambitieuse et très douée pour s'imposer sur un marché, pour en comprendre les codes et pour établir des stratégies pour le conquérir. En fait, son succès a été assez fulgurant puisque 3 ans après son arrivée à Florence, elle était déjà payée 3 fois plus que les autres peintres pour peindre le décor d'un palais, et 4 ans après son arrivée à Florence, en 1616, elle intègre l'Académie des Arts du Dessin, qui est une institution extrêmement prestigieuse, une organisation qui regroupe les meilleurs peintres de Florence. C'est une organisation qui avait accueilli Michel-Ange, Titien, Tintoret, qui existait depuis 50 ans, et Artemisia Gentileschi est la première femme à y être acceptée. Un succès fulgurant donc, surtout qu'en parallèle, Artemisia Gentileschi, qui définitivement est une femme pressée, a eu 5 enfants dans les 5 premières années de son mariage. Donc elle s'est construite cette carrière extraordinaire tout en étant la plupart de son temps à Florence enceinte et avec 5 enfants en bas âge. Et son mari, lui, en fait, il était son factotum, il se contentait en fait de faire ses courses et ses livraisons. Cependant, en fait, jamais dans la vie d'Artemisia Gentileschi, toutes les étoiles ne vont s'aligner. En fait, en parallèle de ses succès extraordinaires, elle va vivre des drames terribles, puisque à la fin de ses années à Florence, il ne reste que 2 de ses 5 enfants, les autres sont morts. Et par ailleurs, donc souvenez-vous, Artemisia Gentileschi a dépensé toute la première partie de sa dot pour finalement s'installer à Florence. Elle comptait sur la deuxième partie que son père devait lui envoyer, mais son père en fait n'a rien gagné avec le procès, donc il n'a pas d'argent à donner au jeune couple, et en fait ils vont se retrouver dans une situation financière extrêmement compliquée. Ils se sont endettés en arrivant à Florence et ils ne vont jamais pouvoir repayer leurs dettes qui vont s'accumuler et qui va les mettre en fait dans une situation extrêmement stressante. Et en plus, en parallèle de cette situation financière désastreuse, Artemisia Gentileschi rencontre un homme, donc ça c'est plutôt positif, Francesco Maria Maringhi. Elle est folle amoureuse de lui, ils sont fous amoureux l'un de l'autre et ils ne sont absolument pas discrets.
au point qu'on sait en fait que Artemisia Gentileschi a subi des charivari. Donc j'ai découvert en faisant les recherches de cette vidéo ce qu'était un charivari. Il s'agit en fait d'un groupe de personnes qui se rassemblent sous votre fenêtre pour vous hurler des insultes, pour taper dans des casseroles, pour vous faire honte, pour signaler à quel point ils désapprouvent votre comportement. Donc vraiment une situation extrêmement humiliante qu'a dû subir Artemisia Gentileschi. Donc tout le monde était au courant qu'elle était une femme adultère. Et en fait la situation s'est envenimée à tel point qu'on ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais une nuit de 1620, elle doit fuir de toute urgence Florence. Elle se serait même enfuie à cheval, donc c'était encore une chose exceptionnelle pour une femme que de savoir monter à cheval. On ne sait pas comment elle a appris ça, mais donc elle a dû fuir en abandonnant ses enfants qu'elle a laissés à Francesco Maria Maringhi, qui a dû s'en occuper, qui a dû s'occuper de solder l'ensemble de ses biens pour pouvoir éponger ses dettes, et c'est également lui qui lui a trouvé un appartement à Rome. Elle est donc de retour dans sa ville natale et elle est totalement désespérée. Elle écrit des lettres à Maringhi qui sont totalement déchirantes. C'est incroyable qu'on ait encore ces lettres, qu'on puisse lire l'état émotionnel dans lequel Artemisia Gentileschi était à ce moment-là. Dans ses lettres, elle lui raconte que son dernier fils est mort, qu'il ne lui reste qu'un enfant sur les 5 qu'elle a eu. Elle lui raconte aussi les très violentes disputes qu'elle a avec son père et ses frères, des disputes qui sont violentes au point où en fait Artemisia Gentileschi va couper les ponts avec sa famille et ne plus les voir pendant des années et des années. Par ailleurs, elle raconte aussi l'angoisse de savoir que Agostino Tassi est libre puisqu'il n'a jamais servi sa peine et qu'il est toujours à Rome, qu'il a plus de succès que jamais et que Artemisia Gentileschi peut le croiser à tout instant. Elle dit aussi qu'elle n'a plus de relations sexuelles avec son mari. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises quant aux choses intimes qu'on sait sur Artemisia Gentileschi. Donc on sait qu'elle n'avait plus de relation avec son mari et il a fini en fait par quitter le foyer, par disparaître. On ne sait pas exactement pourquoi, comment, si c'est lui qui a été viré ou si c'est lui qui a pris la décision d'abandonner sa famille. Toujours est-il qu'Artemisia Gentileschi va se retrouver seule avec sa fille pour le restant de sa vie. Maringhi semble être en fait la seule chose positive qui reste dans la vie d'Artemisia Gentileschi à ce moment-là. Elle l'appelle mon très cher cœur, le réconfort de ma vie. Il se donne des surnoms. C'est vraiment fou, je trouve, de pouvoir voir comment se parlaient deux amants au XVIIe siècle et de quoi ils se parlaient. Et ils ne faisaient pas que de la poésie. Dans ses lettres, Artemisia Gentileschi parle énormément de cul. Maringhi lui dit même à un moment dans une lettre qu'il ne voit pas d'autre femme que sa main droite. Et Artemisia Gentileschi lui répond qu'il n'a pas intérêt à se masturber devant l'autoportrait qu'elle lui a laissé. Et en fait, en dehors des quelques rares visites de Maringhi à Rome, puisqu'ils continuent à se voir, même s'ils ne sont plus dans la même ville, Artemisia Gentileschi va dédier tout son temps à la peinture. Sa réputation est telle à cette période que non seulement elle a énormément de commandes, mais en plus les gens s'arrachent son image comme celle d'une star en fait. On a retrouvé des portraits d'elle, des médaillons qui la représentent, des dessins de sa main fantastique, cette main qui peint de si belles œuvres. En fait, Artemisia Gentileschi a des commandes très prestigieuses à cette période-là, des scènes religieuses, des scènes mythologiques, surtout des représentations de femmes comme on l'a vu dans la précédente vidéo, quelques portraits aussi, mais cependant jamais l'Église ne va lui passer commande. Ça veut dire qu'en fait toutes ces œuvres sont dans des collections privées et que le public en fait ne peut pas voir son travail, ne peut pas voir son travail dans l'espace public comme tous les grands maîtres de la peinture. Et pour avoir ce type de commande, Artemisia Gentileschi va devoir quitter Rome. C'est ce qu'elle va finir par faire après 7 ans passés dans cette ville. Donc en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est partie. Elle est allée à Venise, on ne sait pas pourquoi elle est allée à Venise. On ne sait pas pourquoi elle n'est restée que 3 ans à Venise. On ne sait pas pour qui elle a travaillé. On a retrouvé très peu d'œuvres d'elle. On sait qu'elle peignait, qu'elle avait beaucoup de succès. On a retrouvé des poèmes qui font l'éloge de sa beauté et de son talent. On a retrouvé aussi son nom dans les archives de cercles féministes vénitiens. On sait aussi qu'elle a fait une rencontre décisive à Venise. Elle a en fait rencontré un émissaire du roi d'Espagne qui lui a fait une première commande. Donc c'est son premier client royal. Donc il va lui faire une première commande qui apparemment va beaucoup plaire puisque Artemisia Gentileschi quitte Venise très rapidement pour se rendre à Naples.
Donc quel rapport entre Naples et le roi d'Espagne? En fait, à cette époque-là, la ville est gouvernée par le roi d'Espagne, appartient à l'Espagne. Et ça peut sembler être un choix un peu étrange que d'aller à Naples, une ville un peu peut-être provinciale comparée à des grands centres culturels comme Florence, Rome et Venise. Mais en fait, au XVIIe siècle, Naples est la deuxième plus grande ville d'Europe, juste après Paris. C'est une scène artistique florissante. Artemisia Gentileschi va passer le restant de sa vie dans cette métropole, elle vivra dans le faste d'après les témoignages de ses contemporains, et il semble que son seul souci ait été de réussir à honorer ses très nombreuses commandes, donc les commandes du roi d'Espagne, des nobles du sud de l'Italie, d'autres cours européennes et enfin de l'Église. Elle devra même faire appel à d'autres peintres pour pouvoir l'aider à réaliser dans les temps toutes ses commandes, et pas que des apprentis. Non, elle a fait vraiment appel à des peintres très talentueux napolitains pour l'aider à finir tous ses tableaux. Et évidemment d'ailleurs, ses œuvres plus tard vont être attribuées à ces peintres napolitains plutôt qu'à Artemisia Gentileschi, alors qu'il travaillait pour Artemisia. Par exemple, dans cette œuvre qui fait près de 3 mètres de haut, donc là il y a vraiment eu un grand changement d'échelle pour la peinture d'Artemisia Gentileschi. Là, elle a fait appel en fait à un peintre qui maîtrisait parfaitement l'architecture, ce que très peu de peintres savaient faire à cette époque-là, et elle a fait appel à un autre peintre pour peindre le ciel et le paysage. Par contre, les figures au premier plan sont d'elle. En fait, le sujet de cette peinture, c'est Bethsabée et David, sauf qu'en fait, normalement, dans ce type de peinture, on voit David qui tombe amoureux de Bethsabée, c'est le sujet de la peinture. Là, elle n'en a clairement pas grand-chose à faire de David, typique Artemisia, puisqu'il faut vraiment le chercher, il est là-bas tout au fond sur son balcon. La seule fois où Artemisia Gentileschi va quitter Naples pendant tout le reste de sa vie, ce sera pour un voyage à Londres. En fait, dès le début des années 1630, donc dès son arrivée à Naples quasiment, la cour du roi et de la reine d'Angleterre l'ont appelée, et on ne sait pas exactement pourquoi, mais elle a mis très longtemps à venir. Elle a désespérément cherché à ne pas y aller. Elle a fini par se rendre évidemment à cette cour. On sait en fait qu'il y avait son père à cette période à Londres, et en fait pendant très longtemps on a raconté cette histoire, ce voyage à Londres, comme une très belle histoire, une très belle happy ending à la relation d'Orazio et Artemisia Gentileschi. On a raconté qu'elle serait venue pour l'aider à peindre une immense fresque dans le palais de la reine d'Angleterre. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas de preuve que Artemisia Gentileschi ait vraiment participé à la peinture de cette fresque. Et par ailleurs, Orazio Gentileschi, qui est mort quelques mois après l'arrivée de sa fille à Londres, ne l'a pas nommé dans son testament. Donc ce récit de cette magnifique happy ending dans les relations familiales est peut-être totalement faux, une invention en fait des historiens de l'art qui ont extrapolé à partir de quelques faits. En fait, on sait que de façon générale, en fait, la fin de la vie d'Artemisia Gentileschi a été plutôt douce amère, puisque malgré ce grand succès professionnel, en fait, elle détestait Naples, elle faisait tout pour quitter la ville. Elle a pendant des années et des années envoyé des peintures non sollicitées dans toutes les cours d'Europe pour obtenir une proposition, une invitation, mais elle n'a jamais reçu de proposition qui lui permettait d'avoir le même statut que le même train de vie que celui qu'elle avait à Naples. Elle a harcelé ses amis, dont le pauvre Galilée qui était vieux et malade à l'époque, pour qu'ils intercèdent en sa faveur. Elle rêvait de retourner à Florence, où vivait toujours Francesco Maria Maringhi. On sait qu'il s'envoyait toujours des lettres, qu'il est même venu à Naples pour la voir, mais en fait elle n'a jamais été réunie avec l'amour de sa vie. Donc c'est une fin plutôt douce amère pour cette trilogie sur cette femme exceptionnelle qui est Artemisia Gentileschi. Vous comprendrez pourquoi j'ai dû faire 3 vidéos à son sujet, parce qu'en fait il reste encore énormément de choses à dire sur elle. Je vous mettrai d'ailleurs quelques ouvrages de référence en description de cette vidéo. Il reste beaucoup de choses à dire, il reste aussi beaucoup de choses à découvrir, parce qu'il y a encore plein de zones d'ombre dans la vie d'Artemisia Gentileschi, donc on n'est pas à l'abri de découvrir de nouvelles choses extraordinaires à son sujet dans les années qui viennent. J'espère que ça vous aura plu, cette petite série. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez retenu de ces 3 vidéos, ce qui vous a le plus marqué dans la vie d'Artemisia Gentileschi. N'hésitez pas à commenter, à me le dire
Donc sous cette vidéo, c'était la semaine dernière un bonheur de lire la richesse de vos commentaires. C'est vraiment tout le sens en fait de faire cette vidéo, de discuter ensuite avec vous plutôt que de parler comme ça dans le vide, comme si j'étais un professeur, ce que je ne suis absolument pas. Et merci aussi d'ailleurs d'avoir énormément partagé la vidéo de la semaine dernière. J'ai toujours l'impression d'être hyper relou quand je fais mon discours sur le fait que c'est très important pour moi qu'il y ait des partages, que c'est en fait grâce à ça que j'existe quoi. Mais en fait à chaque fois vous êtes d'un soutien immense. Vous partagez énormément, vous commentez énormément. Merci énormément pour l'accueil que vous avez fait à ces vidéos en 2020 qui pour moi a pas été tant une année de merde que ça. Grâce à vous, grâce à la dimension qu'a pris ce projet. Donc évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. En 2021, j'ai plein de belles choses de prévues. Donc passez une aussi belle fin d'année 2020 que possible. Je sais même pas si on peut souhaiter une bonne fin d'année 2020. Peut-être qu'il va encore surgir des choses extraordinaires, horribles, terribles. Bon, en tout cas, nous, on se retrouve en 2021 s'il n'y a pas eu la fin du monde d'ici là. Prenez soin de vous pour ces dernières semaines de décembre. Ciao!